My international people, thank you so much for being with us. Thank you for being... Oh là là, c'est en français. Ah, j'ai complètement oublié que le show était en français. Chers auditeurs internationaux, merci d'être avec nous. Louise Ouachou, You and I Talk Show. Aujourd'hui, nous sommes en français pour cette émission spéciale sur la Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire avec un auteur que nous avons déjà interviewé. On veut savoir qu'est-ce qui se passe depuis la sortie de son livre. On veut savoir qu'est-ce qui se passe, la situation en Côte d'Ivoire, le cas de Laurent Gbagbo. Chers auditeurs internationaux, Kamit, Nubi, Kamit, bienvenue sur le show qui va faire que tous les Africains, tout le peuple Kamit nubien, partout où vous êtes sur la planète, que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez envoyer vos messages à vos peuples, à vos gens, à tout le monde et surtout nous faire connaître ce que vous faites de bien, si vous écrivez des livres, si vous êtes artiste. Nous voulons tout savoir et nous voulons tout partager avec le monde entier. Alors, merci de nous suivre. De Vancouver, aujourd'hui, nous parlons avec l'auteur Steve Beko, l'auteur d'un livre, un livre qu'on vous a déjà présenté. Le livre s'appelle Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste au cœur de la traque des partisans de Laurent Gbagbo par le régime Ouattara. Donc, nous sommes très heureux d'avoir Steve Beko all the way. Il est en Afrique. Merci Steve. Merci d'être avec nous. Merci, merci d'être sur le You and I Talk Show, cette fois-ci sur la caméra. Et puis, Steve Beko, précisons que ça c'est votre nom d'auteur, nom d'artiste si vous voulez. Effectivement. Est-ce que vous voulez dire aux gens qui vous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi votre nom ou vous voulez laisser comme ça? Non, mon nom à l'état civil, c'est Fabrice Lago et il est même sur mon livre. Ok, parfait. Alors, votre livre dont nous avons déjà parlé sur le show, qui s'appelle Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste au cœur de la traque des partisans de Laurent Gbagbo par le régime Ouattara. Alors, on va commencer par vous demander comment alors va votre cyberactivisme présentement? Êtes-vous toujours cyberactiviste? Et puis après, on va revenir aussi sur comment va le président Gbagbo et comment va le dossier du président Gbagbo, comment vont les partisans du président Gbagbo et puis aussi comment va le régime Ouattara. Et on va aussi voir où est-ce que ça en est avec le régime Ouattara. Alors commençons par vous, Monsieur Steve Beko, alias Patrice Lago. C'est votre nom qui va devenir un alias? Effectivement, je suis maintenant habitué à ce qu'on m'appelle plus par mon alias que par mon vrai prénom, mais bon, je pense que cela ne me pose pas de problème de départ. Sinon, je vais bien. Je pense que tous les camarades avec qui nous nous sommes engagés dans le combat de la cyber-résistance depuis le 11 avril pour dénoncer les forces impérialistes en Côte d'Ivoire se portent bien. Nous avons remporté plusieurs batailles sur la toile. Petit à petit, le monde commence à prendre le combat, les gens commencent à s'intéresser à la cause ivoirienne et est la preuve que le peuple ivoirien refuse de subir le l'impérialisme international. Le peuple ivoirien refuse de s'abaisser devant les décisions de la France, de l'ONU, qui sont en train de construire un monde où l'injustice peut se substituer à la justice. Oui. Est-ce que précisons que vous n'êtes pas présentement en Côte d'Ivoire, vous avez été obligé de fuir votre pays et que vous êtes dans un endroit où on ne peut pas dire présentement pour des questions de sécurité. Et comment alors se passent les choses en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez
des nouvelles de votre famille, des autres Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Commençons par parler alors de comment ça va le régime, la politique en Côte d'Ivoire présentement pour les gens, la population. Écoutez, la population ivoirienne se pose comme une population qui vit sous une dictature. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons environ 800 prisonniers politiques qui croupissent dans des lieux de torture un peu partout dans le pays. Nous avons une coalition politique au pouvoir qui est le RDP, rassemblement soi-disant politique de la démocratie et la paix qui regroupe le RDP, le parti de M. Draman Ouattara et le PDCI d'Henri Konan-Bédié. Donc ces partis-là coalisés font régner la terreur en Côte d'Ivoire. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les derniers rapports des organisations des droits de l'homme qui dénoncent les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire à une échelle qui ferait parler même des jalousies, les régimes les plus dictatoriaux. Donc, madame, au niveau politique, nous pensons que les partisans de Laurent Gbagbo commencent à vaincre la peur, commencent à s'exprimer. La sortie de prison de M. Afi N'Guessan, qui est le président du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, a redynamisé et redonné espoir à la population ivoirienne. Celui-ci a entrepris des tournées pour sensibiliser les Ivoiriens, pour leur demander de ne pas baisser les bras. Donc il y a une vitalité qui est en train de renaître, il y a un espoir qui est en train de renaître. Donc au niveau politique, ce n'est pas encore ça. On a un régime qui est totalement réticent au dialogue, qui est opposé à toute forme d'avancée démocratique, mais nous sommes là justement pour nous battre pour les libertés individuelles et collectives. Au niveau social, le coût de la vie n'a jamais été aussi élevé en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui sous Ouattara. Alors que le pays a bénéficié pendant longtemps du PPTE, a bénéficié du bon achèvement du PPTE, qui est un programme qui signifie pays pauvre très endetté, mais aujourd'hui, c'est l'endettement pour l'ensemble. De sorte que les dettes qui avaient été abandonnées sont aujourd'hui à nouveau sur place. Ouattara endette la Côte d'Ivoire, mais pas certainement pour développer le pays. Donc, madame, aujourd'hui, au niveau social, nous avons une bombe en Côte d'Ivoire qui est favorisée par l'injustice, qui est favorisée par la dictature, qui est favorisée par le manque de liberté collective individuelle. Voici comment se porte la Côte d'Ivoire à l'orée de 2014, et cela n'est pas vraiment réalisant pour les démocrates du monde entier. Oui, c'est vraiment dommage d'entendre la situation en Côte d'Ivoire. C'est un pays si riche avec une population, une grande population, beaucoup de richesses. Donc un pays qui pourrait devenir un pays iconoclaste en Afrique avec autant de richesses. Donc c'est vraiment dommage d'entendre que un si beau pays, une si grande richesse dans de mauvaises mains peut virer dans cette situation. Alors, à part ça, est-ce que vous pouvez nous dire alors comment va le président Gbagbo? Ça en est où le dossier à la Cour pénale internationale? Est-ce que vous y croyez réellement? Vous croyez que cette Cour qui n'a pas déjà le droit et l'autorité de le juger et de le prendre là-bas pour le juger, mais ils ont fait ça malgré ça, mais en plus, est-ce qu'ils vont réellement juger? Et s'ils le jugent, qu'est-ce que ça donne au juste? Où est-ce que ça en est? Vous savez, madame, le président Laurent Gbagbo se porte bien. Il se porte bien, il est certes reclus en prison, mais il se porte bien. Rappelez que ce n'est pas la première fois au cours de sa carrière politique qu'il est enfermé injustement. Il a déjà fait la prison à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire au nom de ses convictions politiques. Pour nous, en tant que démocrates, en tant que le président Gbagbo n'est pas en prison, il est en mission à La Haye aujourd'hui pour faire éclater la vérité auprès du monde entier, pour que la situation en Côte d'Ivoire soit sûre de tous les démocrates à travers le monde. Donc le président Gbagbo se sent bien, il est serein. Nous ne croyons pas que la CPI soit une justice partielle. Vous savez, les événements en Côte d'Ivoire ont fait seulement 3000 morts. Et parmi les 3000 morts, la commission d'enquête nationale qui a été mise en place par le régime Ouattara lui-même a recensé les auteurs. Il y a d'une part les forces
qui était fidèle au président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire, et les rebelles du MPCI qui étaient proches de M. Alassane Ouattara. Et toutes ces forces ont commis plusieurs des actions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de partisans du président Laurent Gbagbo qui sont poursuivis par la CPI. Le président Laurent Gbagbo est à La Haye. Un mandat d'arrêt a été lancé contre la première femme, Soumaïla Gbagbo, qui est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Tout dernièrement, un autre mandat a été lancé contre Charles Blé, qui est le leader de la jeunesse ivoirienne et qui est détenu présentement dans des conditions très drastiques à Abidjan par le Ouattara. Mais aujourd'hui, aucun partisan de Ouattara n'est poursuivi aussi bien en justice internationale qu'en Côte d'Ivoire. Nous disons que là, elle-même se discrédite. Et c'est pourquoi justement les chefs d'État africains ont convoqué un sommet pour réfléchir sur justement le rôle de la CPI. Les présidents africains ont menacé de retirer de cette cour qui fait la promotion de l'injustice. Nous pensons que c'est une question de temps. Et bientôt, les Africains comprendront qu'il faut que l'Afrique elle-même prenne son courage à deux mains pour créer des mécanismes pour juger ceux de ses fils qui ne respecteraient pas leurs règles. Sinon, madame, comment expliquer que dans un pays démocratique, des hommes accusés d'être des génocidaires en puissance par toutes les ONG critiques soient promus dans l'armée Ouattara? Et des commandants comme Ouattao, Chérif Ousmane, Takaria occupent de hautes fonctions dans l'armée, alors que chaque jour que Dieu fait, les organisations des droits de l'homme comme Amnesty International, comme la Fédération internationale des droits de l'homme, dénoncent les actions que ces personnes-là commettent. Donc, madame, nous ne croyons pas à la CPI, nous croyons que le président Laurent Gbagbo va triompher de cette injustice nationale, parce qu'il est dans son droit, parce que le peuple ivoirien ne va pas abdiquer, parce que de plus en plus des personnes comprennent notre message. Et si ce soir vous m'avez invité dans votre temps, c'est bien parce que de plus en plus notre message commence à porter. Oui, en tout cas, merci. Nous allons prendre un tout petit short break et puis nous allons revenir sur la question. Et vraiment, nous vous remercions énormément pour tous les risques que vous prenez pour venir nous parler, nous exposer la situation de la Côte d'Ivoire. Éventuellement, on fera ce show en live pour que les gens qui sont un peu partout dans le monde puissent participer, puissent nous envoyer des questions pendant que nos invités sont là et que la communication, les échanges puissent aller au-delà. Donc, on prend un petit short break et puis on revient. Et alors là, on va vous parler de non seulement du cas de Gbagbo, mais aussi d'une réconciliation éventuelle en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, chers auditeurs internationaux. On vous revient dans une seconde. My international people, merci de nous suivre. Louise Ouachou de Vancouver en train de communiquer avec Patrice Lago alias Steve Beko, auteur du livre Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste. Il est présentement dans une ville non identifiée de l'Afrique. C'est pour sa sécurité. Donc, la communication est n'est pas aussi bonne que dans le temps normal, mais on arrive quand même à la voir et à le suivre dans ce qu'il dit. Continuons notre conversation spéciale Côte d'Ivoire. Merci Steve Beko d'être avec nous. La question que j'allais vous poser... Okay. Et la question que j'allais vous poser est une question qui nous préoccupe. Alors, c'est la réconciliation. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de la réconciliation entre la réconciliation ivoirienne, la réconciliation du peuple ivoirien? Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de la réconciliation? Et si on doit parler de réconciliation, s'il doit y avoir réconciliation, ça serait quoi, selon vous, les étapes et les conditions pour cette réconciliation? Comment voyez-vous cette réconciliation en fait? Merci madame. Vous savez, on ne peut pas dire qu'il est tôt pour parler de la réconciliation. Parce que la réconciliation est dans à tout pays qui aspire au développement. La grande question, c'est comment est-ce qu'on parvient à cette réconciliation-là? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le régime va
temps faire la réconciliation. Des organisations mises en place pour contribuer à cette réconciliation, donc l'une pilotée par le Premier ministre, M. Charles Bani, qui a reconnu lui-même avoir échoué dans la tentative de réconciliation. Parce que, madame, on ne peut pas réconcilier les Ivoiriens tant que le président Laurent Gbagbo, en qui une grande partie des Ivoiriens se reconnaît, est enfermé en prison. On ne peut pas réconcilier les Ivoiriens tant que Laurent Gbagbo est enfermé en prison. On ne peut pas réconcilier les Ivoiriens tant que Charles Blé Boudé, Dimotré Jean-Yves et tous ces jeunes Ivoiriens qui ont défendu la souveraineté de la Côte d'Ivoire sont enfermés. C'est donc un leurre de faire croire que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la réconciliation, alors que nous avons des symboles d'écran qui sont enfermés, tandis qu'un autre jouit de l'impunité la plus totale. Madame, ce qui nous préoccupe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant cette réconciliation biaisée que l'on veut mettre en place. Ce n'est pas tant ces sourires mesquins, ces mains tendues qui sont remplies de que l'on tend à l'opposition ivoirienne. Ce que nous voulons dire, nous en tant que partisans de Laurent Gbagbo, c'est que nous ne pouvons plus accepter les indépendances tronquées que nos parents acceptent. Il faut que les gens à travers le monde sachent que l'Afrique a besoin de liberté vraie. Le temps est arrivé où l'Afrique regarde cette liberté de toutes les nations du monde. Et ne pas comprendre cela, c'est méconnaître les ambitions africaines. C'est le message le plus important. Sinon, le semblant de réconciliation que Ouattara fait de mettre en place ne nous préoccupe pas. Nous savons qu'il est agi plus qu'il n'agit. C'est la France qui lui dit le comportement qu'il doit avoir. Et si nous voulons véritablement aller à la réconciliation dans ce pays, si nous voulons que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent à aller de la voie, il faut libérer le président Laurent Gbagbo. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Madame, pendant que nous parlons présentement, des milliers de cadres ivoiriens sont en exil. Les avoirs sont gênés. Comment est-ce que l'on peut parler de réconciliation lorsqu'on a des millions d'Ivoiriens en exil? Comment est-ce que l'on peut parler de réconciliation lorsque on a des familles entières, des enfants de 5, 6, 7 ans dans des camps de réfugiés? Comment est-ce que l'on peut parler de réconciliation, madame, lorsque des chefs de famille, des chefs d'entreprise, des professeurs d'université sont en train de mourir en exil faute de soins et de moyens pour se soigner? Nous pensons donc que si le régime Ouattara veut vraiment de réconciliation, il y a des actes importants qu'il faille poser. Et la libération du président Gbagbo, le retour des exilés font partie des priorités du moment. Et c'est ce que nous attendons de Ouattara pour véritablement forcer la réconciliation. La libération du président Laurent Gbagbo n'est pas condition pour aller à la réconciliation. La libération du président Gbagbo marque le départ du dialogue pour la réconciliation. Parce que le conflit a opposé le président Laurent Gbagbo et ses partisans à Alassane Ouattara et ses partisans. Comment est-ce que l'on peut se réconcilier si le chef d'un camp n'est pas présent? Parce qu'il faut qu'Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo donnent le temps justement pour que la réconciliation commence. Il faut donc libérer le président Laurent Gbagbo pour que le dialogue reprenne en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le Front populaire ivoirien a proposé les États généraux de la République pour parler véritablement de la... Oui, mais est-ce que je dois vous demander si le focus sur le président Gbagbo versus le focus sur le président Ouattara, est-ce que ça, c'est pas un peu polarisant parce que le problème de la Côte d'Ivoire étant... Est-ce qu'on a perdu la connexion là ou quoi? Bon, je pense qu'on a perdu un peu la connexion. Alors, nous continuons le show. On a eu une petite interruption là à cause de perte de connexion. Bon, c'est compréhensible. C'est déjà miraculeux qu'on arrive à enregistrer comme on arrive à enregistrer. Donc, avant qu'on perde la connexion, j'allais vous poser la question. Est-ce que le focus sur le président Gbagbo contre versus le président Ouattara, est-ce que c'est pas un peu polarisé sur les personnalités, sur les noms? Parce qu'après tout, la Côte d'Ivoire existe avant le président Gbagbo et la Côte d'Ivoire continuera d'exister après le président Ouattara.
Donc, sans ces deux personnages et sans ces deux polarités, c'est quoi la résolution de la crise? Ou bien ça passe par là, quoi, obligatoirement. Est-ce que, ou bien vous envisagez une résolution de la crise sans ces deux hommes? Merci, madame. Vous savez, il ne faut pas limiter la crise ivoirienne à un problème entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Je pense que les deux sont des symboles de certains idéaux. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il est le symbole de l'Afrique digne, de l'Afrique qui veut se libérer du joug de l'impérialisme, de l'Afrique qui veut compter dans le Conseil des Nations, de l'Afrique qui veut se prendre en charge. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que ce genre de symbole se présente. Quant à Alassane Dramane Ouattara, il est ce que nous appelons, nous, jeunes Ivoiriens, le Paper House Negro, c'est-à-dire la marionnette des Occidentaux. C'est lui qui a été parachuté du Fonds monétaire international pour brader les richesses de la Côte d'Ivoire. Donc, à travers le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, c'est deux écoles de pensée qui s'affrontent. C'est l'Afrique digne qui se retrouve face à l'Afrique lâche. C'est l'Afrique digne qui se retrouve face à l'Afrique qui veut continuer le biberonisme, qui veut survivre grâce à l'aide internationale. Donc, madame, même si aujourd'hui on retire ces deux personnes de la scène politique ivoirienne, cela ne résoudrait pas le problème. Je pense que la question la plus importante ici n'est pas de savoir est-ce qu'il faille retirer ces deux personnes. La question importante, c'est que les Ivoiriens sont allés aux élections en novembre 2010. Qui a gagné les élections? Parce qu'on ne peut pas faire fi du choix des Ivoiriens pour leur imposer des solutions. Nous pensons que la résolution de la crise en Côte d'Ivoire se trouve dans la vérité sur les élections qui ont opposé Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo en 2010. Parce que les Ivoiriens avaient le choix entre l'Afrique digne, entre l'Afrique qui se prend en charge et l'Afrique lâche de M. Ouattara. Ceux-ci ont fait le choix de l'Afrique digne. Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas seulement de respecter les choix, de respecter le vote de 54% des Ivoiriens? C'est ça la véritable question. Donc il ne faudrait pas qu'on résume la crise ivoirienne à un problème entre Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas juste de le dire ici. C'est deux écoles de pensée qui s'opposent, c'est deux conceptions de la gestion des pays africains qui s'opposent. Et nous pensons que les Ivoiriens, à qui l'on a demandé d'aller aux urnes en novembre 2010, ont choisi l'Afrique digne, ont choisi l'Afrique qui s'assume. C'est la même chose au Kenya, où les Kenyans avaient le choix entre Kenyatta et Raila Odinga. Ceux-ci ont fait le choix de suivre Kenyatta, malgré le fait qu'ils soient en procès dans ce pays. Mais au Kenya, on a respecté le choix des Kenyans. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne veut pas respecter le choix des Ivoiriens? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens mettent des bulletins dans les urnes et qu'ils volent des bombes de la France et de l'ONU? C'est ça la vraie question. Et justement parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche. La Côte d'Ivoire est un pays qui occupe une position géostratégique dans le commerce entre l'Europe et l'Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays qui, en 1970, avait le même niveau de développement que la Chine, par exemple. C'est parce qu'elle a été mal gérée depuis les années 70 avec le programme d'ajustement structurel que Ouattara a envoyé en 1990 que la Côte d'Ivoire se retrouve avec un pays construit dans des pays. Donc la Côte d'Ivoire a des potentialités pour aller de l'avant. Si jamais elle décide de s'assumer. Et c'est cela que les Occidentaux voient. Et c'est pourquoi ils ont posé les malhonnêtes à la Centrale Ouattara, à la tête de ces pays pour leur brader les richesses de la Côte d'Ivoire, madame. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire a du pétrole, la Côte d'Ivoire a de l'EPA. Je ne pousse pas toutes les ressources agricoles, minières et minéralières de ce pays, madame. Donc, nous pensons qu'il faut que l'on accepte que la Côte d'Ivoire s'assume. Il faut que l'on accepte que l'indépendance tronquée que l'on nous a accordé en 1960 ne fait plus l'affaire de la jeunesse ivoirienne du monde. Nous voulons une indépendance vraie, nous voulons assumer notre destin. Et Ouattara représente tout ce que la jeunesse ivoirienne et africaine digne de soumis. Il représente la soumission à la force impérialiste, il représente le néocolonialisme, il représente
l'esclave qui est au service des Blancs, justement, pour assujettir ses frères. Il représente le noyé qui vendait ses frères aux esclavagistes. C'est ce que Ouattara perpétue, c'est cette tradition des pensées-là qu'il perpétue et c'est ce que nous combattons. Et nous pensons que même si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, et même les idées qu'il nous a inculquées, nous continuerons de nous battre pour ces idées-là. Madame, vous savez, le président Laurent Gbagbo, il faut le connaître, il faut l'étudier. Je ne sais pas si je peux vous présenter ce livre-là. Il est du président Laurent Gbagbo et il est paru en 1983. Il s'intitule Côte d'Ivoire, une alternative démocratique. C'est-à-dire que déjà en 1983, le président Laurent Gbagbo prenait les élections, l'alternance démocratique. Là où en 1983, c'était le coup d'État dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est foncièrement démocrate. Mais au-delà de ce livre, je pense que depuis le 11 avril, plusieurs auteurs ont écrit sur la crise ivoirienne, expliquer ce qui s'est réellement passé. Je peux vous parler par exemple de ce livre du professeur Raymond Koudou Kessé, qui a été écrit avec certains intellectuels africains, qui s'intitule Laurent Gbagbo au centre d'un complot. Tous ceux qui veulent comprendre la crise ivoirienne peuvent se procurer ce livre-là et ils comprendront que ce n'est pas la personne du président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui motive les Ivoiriens, mais ce sont les idées qui véhiculent. Au niveau économique et financier, par exemple, nous avons un livre qui a été écrit par M. Justin Katina, qui était ministre du budget dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo et qui est actuellement son porte-parole. Il est en exil au Ghana et il est traqué par le régime Ouattara. Il explique, il a écrit Côte d'Ivoire, l'audace de la rupture, pour expliquer comment, au niveau économique, la Côte d'Ivoire a voulu se libérer de la tutelle de la France. Quels sont les mécanismes que la Côte d'Ivoire en interne a mis en place pour prendre en charge son développement et comment les bombes de la France ont mis fin à ce rêve des Ivoiriens. Donc, madame, nous invitons les intellectuels africains et même européens qui défendent les droits de l'homme à s'intéresser de près à la crise ivoirienne, à lire les différents livres qui sont institués. Mais madame, ce que je voudrais encore dire, c'est que ce n'est pas maintenant que le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire a commencé. Il n'a pas commencé avec le président Laurent Gbagbo, même si aujourd'hui il en est le porte-étendard. Et pour cela, les Ivoiriens écrivent, madame, ils écrivent pour laisser des pensées aux générations futures. Je peux encore vous proposer ce livre qui est écrit par M. Lazare Kofi, qui est historien, qui est ivoirien, et qui explique comment la France, hier, a mené une guerre contre le 108 qui était un royaume de la Côte d'Ivoire, qui ne voulait pas justement de la colonisation. Comment la France s'est appuyée sur Houphouët-Boigny, qui était le premier président de la République de Côte d'Ivoire, pour étouffer les velléités de libération du peuple saouli. Donc ce n'est pas aujourd'hui que la France a commencé à faire la guerre en Côte d'Ivoire, madame, il y a longtemps. Nous sommes engagés dans un processus irréversible où nous allons à la recherche, à la conquête de nos libertés. Donc nous sommes sereins et nous sommes déterminés. Voilà, pour répondre à votre question, il n'est donc pas normal de réduire la crise ivoirienne à un problème de personnes entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Oui. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre un petit short break et puis on revient pour le dernier taping, dernier épisode donc avec vous. Et puis donc au retour avec vous, on va parler des options, les options pour le peuple ivoirien, parce que bien évidemment le peuple s'exprime et malgré ça, la volonté du peuple est bafouée. Donc au retour, on prend un petit short break, on va parler des options pour le peuple ivoirien, vu que évidemment le vote du peuple ivoirien ne compte pour rien. Alors merci d'être avec nous, on vous revient dans un instant, chers auditeurs. My international people, merci de nous suivre. Louise Ouachou de Vancouver. Nous sommes aujourd'hui avec un homme courageux. Toute la génération, la nouvelle génération africaine, Nubi, Kamita, partout où vous êtes sur la planète, inspirez-vous des gens qui ont l'audace et le courage de défendre leurs idées, de défendre leurs
peuple et d'inspirer le reste du monde à faire comme eux. Alors, merci Steve Beko, Fabrice Lago. Et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui sur le show. Donc, Côte d'Ivoire, votre livre Côte d'Ivoire, comment je suis devenue cyberactiviste. Comment ça va la vente de votre livre quand vous ne pouvez pas réellement le vendre, quand vous vivez plus ou moins caché? Et ça, c'est la question que je voulais vous poser avant qu'on parte. Et puis, une dernière question que je voulais vous poser, c'est quoi, selon vous, les options du peuple ivoirien? Parce que, bien évidemment, et il n'y a pas que le peuple ivoirien, il y a plusieurs peuples, plusieurs autres peuples. Ils votent pour leurs dirigeants, mais quand les dirigeants pour lesquels ils votent ne font pas l'affaire de ceux que vous appelez les impérialistes, ben, leur volonté est bafouée. Et comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a été bombardée par la France et les Nations Unies pour imposer un président. Donc, comment est-ce que le peuple est censé réagir dans cette situation quand le peuple s'exprime et que on reçoit l'expression, la volonté du peuple de telle façon? Qu'est-ce que vous suggérez au peuple ivoirien et aux autres peuples? Qu'est-ce que vous suggérez à la jeunesse ivoirienne? Merci, madame. Je tenais à dire en ce qui concerne mon livre que j'ai été moi-même surpris par l'accueil qui a été réservé. Les Ivoiriens un peu partout dans le monde se le sont appropriés, de sorte que la maison même d'édition a été envahie par plusieurs librairies qui demandaient le livre pour le répondre 4 heures du monde. Nous pensons que c'est la force de l'idée. Quand l'idée y est, la personne physique ne compte pas. Quand l'idée est forte, on n'a pas besoin de se déplacer physiquement pour aller vers les autres. Donc c'est parce que justement, les idées que nous véhiculons à travers ce livre et à travers le combat du président Laurent Gbagbo sont fortes que notre personne physique ne compte pas. Donc le livre a été très bien accueilli par les Ivoiriens et par les Africains à travers le monde. Il continue de faire son bonhomme de chemin. Nous recevons des témoignages chaque jour d'Ivoiriens et d'Africains qui viennent de le lire, pour dire combien de fois cela les a revigorés. Donc, nous ne pouvons que remercier tous les Ivoiriens à travers le monde, tous les Africains, mais aussi les médias comme le vôtre qui ont le courage d'inviter les bannis des médias traditionnels comme nous, parce que nous sommes ceux à qui on ne donne pas la parole sur les médias traditionnels. Mais il y a encore, Dieu merci, des journalistes courageux, des hommes des médias qui connaissent leur métier et qui nous invitent pour parler des choses bien plus importantes que la Coupe du Monde ou encore des événements qui font la une des journaux en temps normal. Donc le livre fait son bonhomme de chemin et nous sommes à la fois surpris et heureux. Voilà. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous pensons que notre pays a été attaqué en septembre 2002, alors qu'il sortait d'élections en 2000. La Côte d'Ivoire a été attaquée et le régime du président Laurent Gbagbo, des rebelles venus du Nord, ont pris les armes justement pour renverser le président Laurent Gbagbo. Mais les Ivoiriens ont résisté. Eux, ceux-ci ont pu combattre justement ces rebelles venus du Nord-là. En 2010, on nous a fait croire qu'il fallait aller à des élections pour que les Ivoiriens se prononcent, afin qu'on sache concrètement quel était le choix. Ils ont fait pour le président Laurent Gbagbo, en retour, ils ont reçu des bombes. Aujourd'hui, nous continuons le combat. Les options, nous en avons plusieurs, mais nous avons préféré le combat pacifique, parce que c'est celui que le président Laurent Gbagbo nous a impliqué. Sinon, nous aurions pu choisir la voie des armes, comme les partisans de Ouattara. Mais quand on défend une cause noble, quand on défend une cause juste, il ne faut pas l'attacher avec des comportements déviationnistes. Nous restons donc fidèles à l'idéologie pacifique du président Laurent Gbagbo. Nous sommes conscients que la vérité finira par l'emporter sur le mensonge, parce que madame, dans l'histoire du monde, un peuple qui combat pour sa dignité
Un peuple qui combat pour son autonomie n'a jamais perdu face aux dictateurs. Nous sommes conscients qu'au-delà de Ouattara, qui lui n'est qu'un pion, n'est qu'une marionnette de la France, nous réussirons avec les fédéralistes internationaux. Donc nous continuons, comme je l'ai dit d'entrée, le président Pascal Affi-N'Guessan est sorti de prison, il est retourné partout dans la Côte d'Ivoire pour réveiller le peuple ivoirien. Le camarade Paul Justin, qui est le leader de la jeunesse du Front populaire international, est en tournée aussi pour réveiller les jeunes ivoiriens. Un peu partout dans la diaspora, nous avons des camarades comme Abel Naki, Willy Blah et plein d'autres qui se battent justement pour expliquer les idéaux du président Laurent Gbagbo. Un peu partout en Afrique, nos idées commencent à toucher le maximum de personnes. Donc, madame, nous sommes sereins sur le fait que nous finirons par apporter la victoire finale. Nous combattons sans violence, mais c'est pas des avec courage et abnégation. Oui. Alors, merci pour ce que vous avez dit, mais j'allais vous poser une petite question avant qu'on vous laisse partir. Le pacifisme, c'est honorable et tout, mais est-ce que réellement le pacifisme, ça marche? Parce que vous voyez, une nation comme la France et d'autres nations, ils vont en conseil de guerre. Ils ont des généraux, ils s'assoient dans une salle et ils décident qu'ils vont aller bombarder un pays souverain qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Est-ce que réellement une manifestation pacifique, par exemple, des Ivoiriens en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui manifestent pacifiquement un peu partout dans le monde, est-ce que ça a un vrai effet réel? Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui supportent la cause de la Côte d'Ivoire, qui seraient en Europe ou qui seraient sur le pays? Est-ce que réellement, quand vous êtes attaqué par des puissances qui ont des bombes, qui ont des armes, qui ont des vrais militaires, est-ce que réellement une population peut espérer survivre à travers une résistance pacifique? Oui, la question que vous posez, elle est pertinente. Mais nous n'avons pas fait le choix de la facilité. Madame, aujourd'hui, prendre les armes en Afrique, c'est l'option la plus facile. Parce qu'il suffit de demander des armes même à crédit et vous trouverez des marchands d'armes devant votre porte le matin, ils vous en proposent. Donc nous n'avons pas fait le choix de la facilité. Nous pensons que les victoires remportées par les armes sont des victoires éphémères. Madame, en Afrique du Sud, lorsque Nelson Mandela avait choisi l'option de la guerre armée, il s'est retrouvé en prison. Et pendant qu'il était en prison, l'ANC a continué de combattre et l'ANC a remporté la victoire finale, mais de manière pacifique. Et aujourd'hui, les Noirs en Afrique du Sud commencent de plus en plus à se faire respecter. Madame, hier au Burkina Faso, Sankara a utilisé les armes qui étaient un moyen parmi tant d'autres pour renverser un régime. Mais les mêmes armes l'ont renversé parce que celui qui l'a tué, c'est celui qui était son bras droit et son frère, son ami d'enfance, Blaise Compaoré. Donc nous qui sommes les partisans de Laurent Gbagbo, nous ne voulons pas faire le choix de la facilité. Nous sommes conscients que le pacifisme n'est pas toujours compris. Nous sommes conscients que faire le choix du pacifisme, c'est un choix qui est difficile. Quand on voit le peuple souffrir, mais nous ne voulons pas rapporter des victoires éphémères. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les armes pour réclamer notre liberté. Gandhi n'a pas eu besoin d'armes. Luther King non plus n'a pas eu besoin d'armes. Madame, dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer une seule personne qui a utilisé les armes, soit disant pour conquérir la liberté et qui juge d'une bonne renommée? Bien au contraire, ce que le monde célèbre, ce que le monde glorifie, c'est ceux qui ont refusé le choix des armes et qui ont fait le choix du combat pacifique. Et c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat-là. Cela prendra le temps que ça peut prendre. Mais madame, nous sommes jeunes, nous avons le moral et nous avons la condition qui va avec. Si vous regardez aujourd'hui tous les jeunes qui luttent sur les réseaux sociaux, un peu partout en Côte d'Ivoire et dans la diaspora, leur moyenne d'âge c'est 30-40 ans. Pour dire que c'est la jeunesse ivoirienne qui a décidé
de prendre son destin en charge. Ce combat, nous allons le mener. Et peut-être que nous ne verrons pas la victoire, mais au moins nous allons le léguer à la génération future qui va le perpétuer jusqu'à la victoire finale. Donc nous n'allons pas céder à la tentation de la prise des armes. Madame, regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a pris le pouvoir grâce aux armes, mais aujourd'hui, il a tout le mal du monde à diriger parce que les Ivoiriens ne l'acceptent pas. Les armes ne suffisent pas pour se faire accepter par un peuple. Lorsque on a la vérité avec soi, lorsque on a la majorité des Ivoiriens avec soi, on n'a pas besoin de prendre les armes. Parce que lorsque on acquiert une victoire par les armes, on ne dort pas. On est tout le temps en train de crier autour de soi pour voir quel est le prochain qui va nous loger une balle dans la tête. Nous ne voulons pas être comme Ouattara qui est aujourd'hui en train de se promener d'avion en avion, de pays en pays, justement parce qu'il a peur de résider sur le territoire ivoirien. Parce qu'il sait qu'il a pris le pouvoir à l'armes. Il sait que Soro Guillaume, qui était le chef de la rébellion, quitte sa place. Et que Soro Guillaume, tout ce qu'il a obtenu, il l'a obtenu par les armes. Il sait que Ahmed Bakayoko, qui est des voyous, des bacatiers d'Abidjan, et qu'il a nommé comme ministre de l'Intérieur, quitte sa place. Il sait que les chefs de guerre qui sont aujourd'hui en place et à qui il doit être président de la République de Côte d'Ivoire, s'il s'amuse à vouloir les traduire à la CP, c'est si on lui loger une balle dans le corps, comme cela a été fait pour Kabila au Congo. Donc, madame, nous ne voulons pas d'une victoire par les armes. Nous voulons d'une victoire pacifique. Nous voulons d'une victoire où le peuple prend cette responsabilité. Comme la révolution française de 1789, où les Français n'ont pas eu besoin des armes pour faire à la Bastille. Ils se sont levés comme un seul homme. Donc, madame, c'est ce genre de victoire que nous voulons. Et c'est ce genre de victoire que nous préparons. Nous avons le temps, nous avons les idées qui vont avec. Et nous allons libérer l'Afrique. Mon message, c'est de demander à tous les jeunes Africains qu'ils aiment Laurent Gbagbo ou pas d'aimer la liberté de l'Afrique. Le problème n'est pas d'aimer Laurent Gbagbo. Mais est-ce que nous sommes pour que l'Afrique se libère? Est-ce que nous sommes pour que l'Afrique s'assume? Est-ce que nous voulons débarrasser l'Afrique des marionnettes comme Blaise Compaoré, comme les Sassou Nguesso? Est-ce que nous voulons débarrasser l'Afrique des marionnettes comme Dramane Ouattara? C'est ça la véritable question. Est-ce que l'Afrique veut s'assumer? Si nous voulons nous assumer, alors nous devons mener ce combat-là. Et c'est ce message que nous passons partout. Moi, chaque jour, je discute avec des jeunes Maliens, des jeunes Sénégalais, des jeunes Nigériens, des jeunes même des pays de l'Afrique du Nord. Et c'est ce même message-là que je leur passe. L'Afrique mérite que nous nous battions pour elle. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous sommes dans un combat pour la dignité et pour la liberté. En tout cas, merci vraiment Steve Beko. Vous êtes l'incarnation vraiment de Steve Beko, le Sud-Africain. Et je vous souhaite une très longue vie. Je souhaite que vous allez voir votre combat et vos enfants et vos petits-enfants, que le temps que vos enfants et vos petits-enfants vont venir, que la Côte d'Ivoire sera déjà libre et qu'ils verront le résultat de vos actions. Alors, nous vous remercions énormément d'avoir été avec nous. Donc là, le show est terminé. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons une très bonne continuation. Nous souhaitons la réussite à tous ceux qui se battent pour la liberté des peuples, la justice dans les nations. Et on vous demande si vous auriez un tout petit dernier mot, là, 30 secondes, à dire avant qu'on vous laisse partir. Mais sinon, on a vraiment fini. Nous vous remercions énormément et puis nous vous encourageons. C'est très important ce que vous venez de dire aujourd'hui sur notre show, Monsieur Steve Beko, a.k.a. Fabrice Lago. Chers auditeurs internationaux, trouvez son livre. Il s'appelle Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste. Steve Beko, au cœur de la traque des partisans de Laurent Gbagbo par le régime Ouattara. Trouvez-le. Alors, Steve Beko, avant de vous laisser partir, est-ce que vous auriez un tout petit dernier mot là? Mon dernier mot, ce sera d'abord pour vous remercier de m'avoir invité. Je pense que vous participez à l'éveil des consciences en Afrique. Je tenais à dire à tous les jeunes Africains, à tous les masses populaires en Afrique qui regardent aujourd'hui vers la Côte d'Ivoire, qui regardent de loin le combat qui se déroule en Côte d'Ivoire, que nous n'allons pas baisser les bras. Nous savons que partout les jeunes attendent
voir ce que le combat qui se déroule en Côte d'Ivoire va donner. Parce que si nous remportons le combat que nous menons en Côte d'Ivoire, cela va déclencher des révoltes un peu partout en Afrique. Parce que les peuples vont comprendre qu'ils ont la possibilité de gagner. Donc nous sommes sereins et nous continuons notre combat. Je tenais à remercier tous les jeunes africains de partout dans le monde qui nous soutiennent, tous les panafricanistes et même tous les Européens qui ont compris qu'une Afrique digne est une Afrique qui n'aura pas besoin d'utiliser des bateaux de fortune pour entrer en Europe et assister aux drames comme ceux que nous avons vus en Italie. Si nous laissons l'Afrique se développer, les enfants de l'Afrique n'iront plus mourir dans la mer aux portes de l'Europe. Alors si on ne veut plus que les enfants de l'Afrique meurent dans des bateaux en tentant de rentrer en Italie, qui lui-même est un pays qui se cherche, qui est un pays en déclin comme l'Espagne, le Portugal et autres, il faut qu'on permette à l'Afrique de pouvoir se développer. Si vous, les gens européens, mettez fin au drame comme celui de Lampedusa, laissez l'Afrique arracher sa liberté, laissez l'Afrique vivre, laissez l'Afrique se choisir les dirigeants. C'était mon dernier mot et je vous remercie. Merci, merci Patrick. Pardon, pourquoi je vous appelle Je vous appelle Patrick parce que votre nom, là, Beko, ça ressemble un peu à l'auteur congolais qu'on va interviewer tout à l'heure sur la situation du Congo. Donc, comme le Beko et Mbeko, c'est presque la même chose là. Mais sinon, vraiment, Steve Beko, Fabrice Lago, merci d'avoir été avec nous. Très bonne continuation pour tout le monde. Et vraiment, on va continuer à suivre de très près le cas de la Côte d'Ivoire, votre cas, le cas du président Gbagbo, etc. Merci tous ceux qui nous ont suivis. Passez une excellente journée, soirée de partout où vous êtes.